Salut tout le monde, aujourd'hui on n'est plus dans la forêt mais on parle toujours de Spider-Man avec la deuxième partie du cas Spider-Man. Bref, c'est parti. Je tiens à signaler avant de commencer la vidéo qu'il y aura la masse de spoil vu que je vais parler de Spider-Man 2, de The Amazing 2 et de Far From Home qui est toujours au cinéma. Donc si vous voulez pas vous faire spoiler, c'est le moment de partir de la vidéo. Trêve de blabla, on passe à Spider-Man 2. Il n'y a même pas de Spider-Man derrière toi. Si, il y a l'affiche derrière. Là, il y a du Spider-Man partout, qu'est-ce que tu parles? Okay. Même là, c'est que des comics Spider-Man. Sorti en 2004, toujours réalisé par Sam Raimi et toujours avec Tobey Maguire comme Peter Parker, Spider-Man 2 est considéré par la majorité des fans de Spidey comme le meilleur film Spider-Man. Et même s'il est vrai que ce film est vraiment bien, et bah je ne le vois pas de cette façon. Comme je l'ai dit avant, je préfère la version du MCU de Spidey, mais bon après je comprends pourquoi les gens préfèrent Tobey Maguire. D'ailleurs, vu que je parle aussi de Far From Home dans cette vidéo, on va pouvoir faire la comparaison directe, donc c'est assez sympa. On passe à l'histoire. 2 ans après les événements du premier film, Peter passe toujours son temps entre ses cours et ses loisirs à lutter contre le crime en tant que Spider-Man. Et on voit bien dès le début du film qu'il a du mal à joindre les deux bouts entre son travail et être Spider-Man. Et du coup c'est assez cool parce que ça rend entre guillemets plus logique sa décision dans la suite du film de ne plus être Spider-Man. Même si en fait elle n'est pas du tout logique, mais on y reviendra. Ok. Oui, ça m'étonne, je fais que des bonnes prises en ce moment. C'est bien, ça veut dire qu'on va finir vite. Mary Jane de son côté doit bientôt épouser John Jameson, le fils de J. Jonah Jameson, le rédacteur en chef du Daily Bugle que je kiffe, punaise, tandis que Harry cherche toujours à se venger de Spider-Man qu'il tient pour responsable de la mort de son père. Du coup là on a un point cool et un point moins cool. Le point cool c'est Harry parce qu'il a vraiment un bon développement de personnage dans ce film, et en plus ça rend vraiment la vie de Peter dramatique, vu que son meilleur ami le déteste sans savoir que c'est lui Spider-Man. Mais après il y a le point qui est moins cool, à savoir Mary Jane. Parce que punaise, dans ce film, elle m'a saoulé. Oh non, elle t'a saoulé, oh, pas cool, hein. On n'invitera plus. Hein. Entre le « je me tape le premier astronaute qui se pointe pour remplacer Peter » et le « j'embrasse le premier astronaute qui se pointe à l'envers pour reproduire mon baiser avec Spider-Man », puis le « j'essaie d'embrasser Peter parce que je suis presque sûr qu'il est Spider-Man », et enfin le fameux « je quitte le premier astronaute qui se pointe lors de mon mariage pour aller ken Peter même s'il m'a dit il y a 3 secondes que la vie de Spider-Man est dangereuse et qu'en plus je l'ai déjà expérimenté 3 fois avant même de sortir avec Peter, donc j'imagine même pas ce qui se passera lorsque je sortirai avec lui ». Mary Jane dans ce film est affreuse. Dans le cadre d'un projet financé par Oscorp, Harry invite Peter à rencontrer le docteur Otto Octavius qui a créé un soleil. Bon écoutez, si on s'attarde sur la logique des choses, on va y passer 3 heures, donc on va juste dire que c'est logique. Pour manipuler à distance la fusion, Otto a mis en point des bras mécaniques bien stylés, mais rien ne va se passer comme prévu, évidemment. Quelques jours plus tard, Octavius présente son invention à plusieurs personnes, dont Peter et Harry. Mais l'expérience tourne au désastre et Rosie, la femme d'Octavius, meurt tandis que ce dernier perd le contrôle de ses bras et tombe dans les pommes. Spider-Man arrive à temps pour stopper la catastrophe et sauve la vie de Harry, mais celui-ci est désormais ruiné à la suite de l'échec d'Octavius. Il se met donc à boire et élabore un plan pour se venger de Spidey qui, selon lui, l'a humilié en le sauvant. Alors qu'Octavius doit être opéré afin que ses bras mécaniques lui soient retirés, il tue involontairement les chirurgiens et s'échappe de l'hôpital. Désormais contrôlé mentalement par les bras, il décide de tout mettre en œuvre pour améliorer sa création. Il lui faut donc de la thune. Il va donc accomplir un braquage dans une banque, et comme par hasard, Tante May et Peter sont dans cette même banque. Et là, il y a encore une fois des trucs que j'aime et des trucs que j'aime un peu moins. Du coup, on va commencer par ce que j'aime, sinon je vais me mettre tous les fans de Sam Raimi à dos. La scène à la Evil Dead où les bras d'Otto tuent des docteurs est vraiment ultra stylée, et en plus ça crée un vrai décalage entre l'univers coloré et kitsch de ces Spider-Man et des bras qui tuent des gens. Ensuite, du côté de ce que j'aime pas, eh bien Peter ne fait pas des choses que Peter ferait. C'est-à-dire que Peter admire Otto, genre même c'est son ami, alors comment ça se fait qu'il va pas le voir à l'hôpital? Alors que entre l'accident et la scène à la Evil Dead, il y a quelques jours qui s'écoulent. Pourquoi est-ce qu'il va pas le voir à l'hôpital? Surtout que c'est son ami. Peut-être qu'il peut pas, mais on sait pas, parce qu'il n'y a aucune scène qui nous le montre. Du coup, encore une fois, on a l'impression que Peter attend le scénario. Et en plus, si on avait une scène comme ça qui montre Peter aller voir Otto à l'hôpital, ça aurait fait une meilleure introduction, je trouve, du méchant. Parce que là, comme par hasard, il se ramène à la seule banque de New York où Peter et Tante May sont, comme par hasard, et commence à foutre le bazar. Et on aurait pu faire mieux comme introduction de méchant. Et en plus, lors de l'attaque de la banque, Peter se casse pour mettre son costume. Alors je dis pas que c'est pas bien, mais là, Peter s'en va sans vérifier que Tante May va bien. Et cette dernière pense même que Peter est un lâche. Normalement, Peter vérifie d'abord que Tante May va bien, il la met en sécurité, et ensuite il part en tant que Spider-Man. Et même si c'est un petit détail, c'est ultra relou. Ayant enfilé son costume de Spider-Man, Peter combat Octopus qui, comme par hasard, enlève Tante May, et Peter la sauve de justesse. Et May fait un AVC. Fin. Sauf que non! Non, je rigole, parce que, bon là, vous avez compris que c'était faux. Mais je veux dire sérieusement, Tante May, qui a quoi, 80 balais, avec tout ce qui lui arrive, elle fait pas d'AVC, elle est morte normalement.
c'est con ce que tu dis. Il y a des gens à 80 ans, ils font pas d'AVC. Hein. Ouais, non, mais attends, elle est pas attaquée par un gars avec 4 bras derrière son dos, sauvée par Spider-Man, elle fait pas de voltige, Totalement etc. crédible. Elle est attachée à un immeuble, ok, avec son parapluie. Totalement crédible qu'elle fasse pas d'AVC. Octopus de son côté parvient à s'enfuir. Quelques péripéties plus tard, Peter découvre qu'il semble perdre ses pouvoirs et après avoir déçu Mary Jane pour avoir une fois plus manqué sa pièce et subi la colère de Harry le soupçonnant de couvrir Spider-Man, il découvre également que Mary Jane est sur le point de se marier avec le fils de Jameson et se rend compte après une discussion avec son médecin que ses pouvoirs sont d'une façon liée à son subconscient et que s'il ne veut plus être Spider-Man, ces derniers ne répondent plus à son appel. Fatigué de voir sa vie échouer à cause de Spider-Man, Peter décide d'arrêter d'être un super-héros et jette son costume dans une poubelle. Ce dernier sera récupéré quelques jours plus tard par Jameson qui l'exposera comme un trophée dans son bureau. Et ça c'est génial parce qu'il y a également cette scène dans les comics et je me suis toujours dit, punaise, avec un costume aussi mal rentré dans cette poubelle, c'est obligé quelqu'un va le trouver. Là c'est ce que le film fait, c'est vachement bien. D'ailleurs je reviens sur ce que je disais avant, à savoir que Peter ne faisait aucun choix et donc subissait le scénario. Là il en fait un, à savoir arrêter d'être Spider-Man. Sauf que là dans les comics Peter arrête d'être Spider-Man parce qu'il considère que ce qu'il fait ne change rien vu qu'il y a de plus en plus de criminels et que de toute façon quoi qu'il fasse il sera critiqué par tout le monde et qu'en plus être Spider-Man lui gâche la vie au plus haut point. Et bah du coup il arrête d'être Spider-Man. Sauf que là dans le film, oui il est critiqué, oui il a du mal à joindre les deux bouts et oui être Spider-Man lui gâche la vie. Sauf que dans le film, il y a un putain de taré avec des bras robotiques qui veut créer un putain de soleil. Si tu veux arrêter d'être Spider-Man, tu le fais pas quand il y a Octopus dans la nature, sérieux. Et oui, je sais que Peter n'a plus ses pouvoirs, donc il peut pas combattre Octopus. Sauf que, en premier lieu, il aurait jamais dû les perdre. C'est le subconscient de Peter qui gère ses pouvoirs. C'est-à-dire que, même s'il est persuadé du contraire, si le subconscient de Peter ne veut plus être Spider-Man, et bien à ce moment-là, il perd ses pouvoirs et donc n'est plus Spider-Man. Sauf que là, Peter est au courant qu'Octopus est dans la nature, donc il devrait pas les perdre, car Peter, tout comme son subconscient, sait qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, et donc, même s'il n'aime pas être Spider-Man, il le fait, parce que c'est son devoir, sa responsabilité. Dès lors, Peter redevient un élève studieux et tente de rattraper le temps perdu avec Mary Jane, puis avoue à sa tante ce qui s'est passé le soir du meurtre d'Oncle Ben. Tante May félicite Peter de lui avoir avoué la vérité, mais après avoir pris conscience de l'affection que beaucoup de personnes portent à Spider-Man et avoir laissé la masse de crimes se faire, Peter commence à douter de son choix de ne plus être un héros. Je trouve vraiment cool le sujet que met en place ce film, à savoir que si Peter est Spider-Man, c'est avant tout un choix. Sauf que l'utilisation que le film en fait est vraiment pas ouf. Pendant ce temps, Octavius et Harry passent un accord. Otto ayant besoin de tritium pour son soleil miniature, Harry lui demande de lui livrer Spider-Man vivant et une fois fait, il lui donnera le tritium. De son côté, Mary Jane se réveille et se rend compte qu'elle a rien foutu tout le film mais qu'il reste encore une bonne heure. Et que du coup, si elle veut prétendre au titre de personnage secondaire, elle doit faire un truc. Du coup, elle invite Peter à boire un verre afin d'essayer d'embrasser ce dernier, car elle veut vérifier qu'il est Spider-Man. Parce que tu comprends, en embrassant Peter, vu qu'elle a déjà embrassé Spider-Man, elle pourra déterminer si Peter est Spider-Man avec un baiser datant de plus de 2 ans. Oui. Heureusement, le scénario se rend compte que c'est n'importe Nawa qui envoie Octopus régler le problème en kidnappant MJ, et en disant à Peter d'aller chercher Spider-Man vu que c'est son photographe. Oui. En voyant ça, les gens ont dit que c'était génial, parce que du coup, comme tout bon super-héros, il y a des moments où ils ne veulent plus être des héros ou n'ont plus la possibilité de l'être. Et malgré l'adversité, ils le redeviennent et combattent à nouveau le crime, et je suis d'accord, c'est très cool. Sauf que dans ce film, le choix n'en est pas un. Pour que vous compreniez mon point de vue, on va comparer avec Spider-Man Homecoming où le choix est également présent. Il est aussi là dans The Amazing Spider-Man 2, mais c'est un peu différent parce que Gwen est morte, donc... Dans Homecoming, Peter a un choix, même deux, et j'en ai déjà parlé dans le premier cas Spider-Man, donc je vais essayer de résumer ça simplement. Le premier, c'est lorsque le vautour lui dit de rester en dehors de son business où il le tuera, lui et tous ceux qu'il aime. D'ailleurs, si on réfléchit, Peter aime Liz, et Liz est la fille de Toomes. C'est-à-dire qu'il va devoir la tuer. Ce choix se résume pour Peter à arrêter le père de son ami et à la faire souffrir par conséquent, ou ne rien faire, rester avec la fille qu'il aime, et profiter de son bal de fin d'année, et en soi il peut, il a juste à fermer sa bouche et personne ne désignera comme responsable du casse de l'avion Stark. Mais du coup pour Peter cela se résumerait à ne plus être le héros qu'il a envie d'être, à ne plus être Spider-Man. Et du coup pareil pour le deuxième choix, lorsque Peter qui a décidé de poursuivre Toomes se retrouve sous les débris de son repère, et a le choix entre ne rien faire, et attendre pour de l'aide, ou se tirer des débris et poursuivre le combat. Pour ces deux choix, Peter décide d'être Spider-Man et de foncer volontairement vers le danger, alors qu'il pourrait juste rien faire. Maintenant si on compare à Spider-Man 2, dans ce dernier, le choix, entre guillemets, se résume à redevenir Spider-Man et aller sauver Mary Jane, ou ne rien faire et du coup laisser mourir Mary Jane. Attends mais c'est un choix cornélien là, pas juste un simple choix. Bref, merci de le faire remarquer. Ce choix n'en est pas un, et pour des raisons toutes simples. Si Peter a arrêté d'être Spider-Man à la base, c'est pour Mary Jane, pour essayer de la conquérir. Enfin bref. Non, c'est pas ça la raison. Bah si. Il veut pas la conquérir, il veut vivre avec elle sans la mettre en danger. Il veut pas que la conquérir. Il veut... Si, parce il peut pas être Spider-Man et en même temps passer du temps avec celle qu'il aime. MDR, attends. Pendant 2 films, elle s'est fait kidnapper 3 fois avant même qu'elle sache qu'il est Spider-Man. Pas de bol.
Non mais c'est pas de bol, Voilà c'est ce qui 3 se passe fois. quand t'es la plus bonasse du coin, tout le monde veut te kidnapper. C'est un truc de ouf. Ah Ok, ouais, c'est encore. clair, elle doit se dire ça aussi, t'imagines. C'est pour elle que le choc psychologique doit être vachement grave. Ok. Pourquoi tout le monde me kidnappe? Peter, à la base, a arrêté d'être Spider-Man pour Mary Jane, parce qu'il l'aime, et qu'il veut qu'elle soit en sécurité. Donc tu crois qu'il va te dire quoi lorsque tu lui dis « Gna gna gna, on a kidnappé Mary Jane, si tu ne deviens pas Spider-Man, on la tue ». Tu crois qu'il va faire quoi, punaise? Il va juste ne pas être Spider-Man et la laisser crever? C'est pas un choix. Il ne peut que redevenir Spider-Man. Si jamais il ne redevient pas Spider-Man, elle meurt. Et c'est impossible pour lui d'imaginer ça. Donc là, dans Homecoming, c'est mieux, parce que si il fait ce que Tony Stark lui a dit, à savoir ne plus être Spider-Man, même s'il est plus Spider-Man, ça posera aucun problème. Ayant retrouvé ses pouvoirs, Peter reprend son costume à Jameson et part sauver MJ. Dans une scène que je kiffe, punaise, je vous la laisse. Spider-Man was a hero. I just couldn't see it. He was a thief! A criminal! He stole my suit! He's a menace to the entire city! I want that wall-crawling arachnid prosecuted! I want him strung up by his web! I want Spider-Man! Un violent combat contre Octopus s'engage alors sur un train. Et oui, cette scène est juste ouf, c'est l'une des meilleures scènes de tous les films Spider-Man. Octopus finit par s'échapper et laisse Peter arrêter le train qui l'a rendu incontrôlable. Ayant dû enlever son masque, de nombreux passagers découvrent son visage, mais ces derniers jurent de n'en parler à personne. Octopus débarque alors et assomme Spider-Man puis le livre à Harry. Ce dernier retire le masque de Spidey et découvre qu'il s'agit de Peter. Après avoir pu convaincre Harry de dire où se trouve Octopus et apprenant sa volonté de créer un putain de soleil, Peter affronte Octopus et sauve MJ, et cette dernière, en plus d'Octavius, découvre que Peter est Spider-Man. Peter parvient à raisonner Octavius sur la dangerosité d'un soleil en ville et du coup ce dernier se sacrifie pour détruire le soleil. Il y a vraiment un point que j'aime bien, c'est le fait qu'Octopus est entre guillemets contrôlé par ses bras mécaniques, parce que ça donne plus de dimension au personnage, c'est vraiment la victime de son expérience. Il est pas méchant en soi. Peter avoue alors à Mary Jane ses sentiments, mais lui dit qu'ils ne pourront jamais être ensemble car si ils le sont, eh bien elle sera toujours en danger. Évidemment, MJ décide de rentrer dans l'art et de quitter son mariage pour aller voir Peter, et les deux s'embrassent, fin. Sauf que non, parce que pendant ce temps, Harry est chez lui et a des hallucinations de son père lui disant de se venger. Pris de folie, Harry lance la dague qu'il tenait dans le miroir de son salon et découvre le laboratoire caché de son père, truffé de technologie, et également son rôle de bouffon vert. Fin. Il est vrai que ce film est génial dans plein de points, mais il est aussi ultra décevant dans plein d'autres. Mary Jane dans ce film est totalement imbuvable. Là où dans le premier film son arc narratif est pas mal vu qu'elle passe presque tout le film à comprendre ce qu'elle veut réellement, là MJ casse les pieds. Ok, elle a subi le refus de Peter et du coup elle essaye de se reconstruire, mais là c'est n'importe quoi. Et vas-y qu'on balance un personnage qu'on ne développera jamais au-delà du fait qu'il est le fils de Jameson. Et vas-y que même si je suis en train de me marier, je quitte tout pour aller ken Peter qui m'a pourtant dit il y a 3 secondes que c'était pas possible. Et vas-y qu'il accepte. Attends quoi? Le gars a passé 2 films à raconter que c'était pas possible de sortir avec elle à cause des dangers liés à la vie de Spider-Man. Et on le rappelle, avant même qu'elle sache que Spider-Man est Peter, elle s'est fait kidnapper 3 fois quand même. Donc pourquoi est-ce que là il accepte alors qu'entre ce moment et celui-là, il ne s'est rien passé? Il n'y a aucune scène qui montre que Peter a changé d'état d'esprit. Il n'y a absolument rien. Donc pourquoi est-ce qu'il accepte là alors qu'avant il dit que non? Pourquoi? Au moins mettez une scène qui montre que Peter a changé d'avis. Là ça fait juste d'MJ une forceuse de l'espace. Ensuite il y a Harry qui a vraiment un bon arc narratif en plus de Peter. Sauf qu'il arrive 2 ans trop tard. Harry déteste vraiment Spider-Man et c'est pas mal du tout parce qu'en vrai c'est Peter. Sauf que dès la fin du premier film, Harry a envie de se venger contre Spider-Man. Là, début du deuxième film, donc on le rappelle il y a 2 ans entre les deux, il se réveille, et puis oh, j'ai envie de conspirer contre Spider-Man maintenant. Encore une fois, on dirait que les personnages attendent pour le scénario. Il n'y a aucune scène qui montre pourquoi Harry n'a rien fait pendant 2 ans. On sait juste pas. En revanche, toutes les scènes d'action de ce film sont ouf, surtout la scène du train qui, comme j'ai dit avant, est l'une des meilleures scènes de tous les films Spider-Man. Ensuite, les effets spéciaux sont meilleurs que le premier, et ça sort beaucoup moins du film, donc c'est cool. Octopus, quant à lui, est un très bon méchant, et même un poil meilleur que le bouffon vert, je dirais. Parce que là, Otto, c'est une victime. C'est pas juste un méchant. Alors que le bouffon vert, bon, il est taré, même avant sa transformation. Donc oui, malgré certains défauts apparents, ce film est un très bon film, et je comprends pourquoi les gens le considèrent comme le meilleur film Spider-Man. Même si à mes yeux ce titre revient à Far From Home, et vous inquiétez pas, on en parlera dans pas longtemps. Là pour l'instant, on va parler du second volet de la saga de Mark Webb, et malheureusement, dernier volet en fait.
The Amazing Spider-Man 2. Sorti en 2014, toujours avec Mark Webb comme réalisateur et toujours avec Andrew Garfield comme Spider-Man, The Amazing Spider-Man 2 commence avec un flashback lorsque Richard Parker est en train d'enregistrer un message pour expliquer sa disparition ainsi que celle de sa femme. Le couple est à bord d'un jet et est pris en otage par un homme chargé d'assassiner Richard. Après une bagarre avec le pilote, l'avion finit par s'écraser. Et je dois dire que commencer un film Spider-Man sans que Spider-Man ou Peter Parker n'apparaissent dans les 10 premières minutes du film, c'est assez chelou. Surtout que le film lui-même va remettre l'utilité de ce flashback en question. On y reviendra. De retour dans le présent, Peter se lance à la poursuite d'Alexei Sisevich qui est en train de voler un camion rempli de flacons de plutonium. Spider-Man arrête l'homme et sauve au passage Max Dillon, un employé d'Oscorp. Et normalement, ce gars est mort. Enfin même ces gars, qu'il y a des gens dans ces voitures. Donc oui, le dialogue avec Alexei est assez drôle, sauf que c'est un problème, parce que Spider-Man, au lieu d'arrêter un camion fou, préfère faire des blagues. Je veux dire, c'est quand même relou. Ce Spider-Man est l'un des meilleurs Spidey au niveau des blagues, mais il passe son temps à les faire quand il faut pas. Là, il est censé rechercher le possible tueur de son oncle, là, il blague avec le lézard alors qu'il sait très bien que c'est Connors et qu'il devient presque fou, là, il parle avec Alexei au lieu d'arrêter le putain de camion qui fonce sur les civils, d'ailleurs on remarquera la façon ultra capillotractée d'introduire le méchant, et là, il disparaît pour mettre un chapeau de pompier afin d'asperger Electro avec de l'eau, alors que ce dernier électrocute des personnes, et pas juste des personnes vivantes, qui peuvent donc mourir. Mais punaise, pourquoi tout le monde reste là à regarder la baston alors que c'est évident que ça va mal tourner? Alors évidemment, Spidey fait des blagues dans les comics, mais sauver des gens ou combattre le crime passe toujours en priorité. En ayant une vision du Captain Stacy, le père de Gwen mort dans le premier film, Peter décide de mettre fin à leur relation et hop, punaise. Ah pardon, j'ai dit qu'on continuait, mais pas du tout. J'aime vraiment beaucoup ce film. Mais ce point me saoule, punaise. Et vas-y que je te quitte pour respecter une promesse que j'ai faite il y a au moins 1 an et que j'ai décidé de ne pas respecter à la fin du premier film. Et vas-y que finalement on devient amis parce que tu comprends, être amis plutôt qu'en couple c'est moins dangereux au niveau des potentiels vilains qui voudraient s'en prendre à mes proches. Et vas-y qu'on s'aime beaucoup trop. Et vas-y que si tu veux partir à Londres pour Oxford, je t'accompagne parce qu'on est trop fait pour être ensemble quoi. D'ailleurs si Gwen n'était pas morte dans ce film, Peter serait parti à Londres avec elle. Et Spider-Man il en aurait fait quoi? Ce cycle incessant de on est ensemble mais finalement non est ultra relou. Et je sais que c'est pour montrer que les deux personnages sont ultra proches. Et ça marche. Mais au bout d'un moment on voit tout le temps la même chose dans le film. Dans le film les seules interactions avec Peter et Gwen c'est oh viens on est ensemble, oh on n'est plus ensemble, viens on est ensemble, oh non on n'est plus ensemble. On dirait Naruto Sasuke le truc. De son côté, Harry Osborn, l'ami d'enfance de Peter, interprété par Dane Diane, pop de nulle part et retourne à Manhattan pour voir son père, Norman Osborn, président et fondateur d'Oscorp, qui est sur son lit de mort. Ce dernier explique à son fils que sa maladie est héréditaire et que ce dernier a maintenant l'âge où elle commence à se développer. Il lui donne avant de mourir un petit cube qu'il dit contenir l'œuvre de sa vie. Norman meurt le lendemain et Harry est nommé nouveau PDG d'Oscorp Industries. Malheureusement, les membres du conseil d'Oscorp planifient de le congédier. Les actionnaires de la société craignent en effet qu'un jeune de 19 ans, à la tête d'une multinationale, soit dangereux pour leurs intérêts. Tu m'étonnes. Pendant ce temps, Max, le gars que Peter a sauvé au début du film, pense maintenant que lui et Spider-Man sont amis, et ce dernier développe une obsession envers Spider-Man, qui trottait déjà depuis un bon moment dans sa tête. On comprend qu'il est bien taré quoi. Et ça c'est dû à la musique qui se fait enfin remarquer. Je veux dire, dans la trilogie Sam Raimi, même si c'est composé par Danny Elfman, pour moi c'est totalement oubliable, et si elle n'était pas dans le générique, j'en aurais aucun souvenir. Dans The Amazing... Titi, incroyable. Comment ça incroyable? C'est peut-être une des musiques, peut-être la musique la plus récompensée de films de super-héros. Et alors, chacun ses goûts. Oui, bah, Joe l'a gagné. Attends, goût de shot de tout le monde. Joe l'a gagné je sais pas combien de victoires de la musique, c'est pas pour ça que c'est bon. Excuse-moi, Danny Elfman a dû gagner 1000 fois plus que lui. C'est Danny Elfman. Allez, vas-y, dis-nous que Danny Elfman est nul. Dans The Amazing premier du nom, c'était exactement la même chose, à savoir que quasiment tout est oubliable. Et là, enfin, dans The Amazing Spider-Man 2, enfin, la musique est présente. Quasiment toutes les musiques sont géniales. Mention spéciale pour le thème d'Electro que vous entendez en ce moment, qui est juste ouf. On entend les pensées du mec. C'est génial. Péripéties, accident et boum, électro. Pendant ce temps, Peter essaye tant bien que mal de maintenir une relation amicale avec Gwen, mais elle lui avoue qu'elle compte se rendre en Angleterre pour poursuivre ses études à Oxford. Avant qu'il puisse en discuter, Max, qui découvre ses pouvoirs, se promène à Times Square et provoque accidentellement une énorme panne d'électricité. Spider-Man arrive et tente de le calmer, mais Max, après s'être fait tirer dessus par un sniper, perd son sang-froid et l'attaque. Peter finit par l'arrêter et ce dernier est envoyé à l'Institut Ravencroft, grosso modo le Arkham Asylum de Marvel. Punaise que cette scène est cool. On a une bonne utilisation du sens d'araignée, on a les pouvoirs d'électro qui sont ultra classe visuellement, de la musique qui défonce, tout est génial. De son côté, Harry développe la maladie de son père et sérieux, soyez logique 30 secondes. Le gars, au bout d'une semaine et max 5 mois dans le reste du film, atteint un stade dans la maladie presque égal à celle de son père. Y'a que moi que ça gêne. Alors je suis d'accord, hein, les maladies ça touche tout le monde à peu près différemment, enfin pas vraiment, bref. Mais là... Non bah ok, peut-être que vous avez une sclérose en plaques et que vous êtes en train de mourir, et je suis désolé hein, si ça allait très vite pour vous, mais bon, en général dans les films ça se passe pas comme ça bordel. Je dis pas, des fois les maladies c'est un peu différent pour tout le monde, mais là on parle d'une maladie qui est réservée aux Osborn, donc qui touche seulement les Osborn,
Donc logiquement, quand il y en a un qui meurt genre à 55 balais à cause de cette maladie, pourquoi est-ce que l'autre, au bout de 5 mois à 19 ans, il meurt aussi? C'est pas logique. À la fin du film, le gars ne peut même plus contrôler ses mouvements, c'est n'importe nawak. Et vu que, un deuxième point, je sais même pas si j'avais pris le premier, bref, parce que, dans la suite du film, cette maladie est utilisée pour justifier les choix du personnage. Donc ça aurait été bien d'avoir un truc logique quand même. Évidemment, tout ce que fait Harry est très certainement dû à la paranoïa. Je veux dire, la première scène du perso, c'est quand il va voir son père avant qu'il crève et que ce dernier lui dit grosso modo qu'il ne l'a jamais aimé. Et qu'en plus, lol, il est malade. La paranoïa est donc présente, oui. Mais punaise, à la fin du film, il contrôle presque plus ses mouvements, sérieux. Donc Harry utilise le cube de son père et fait le lien entre Spider-Man et les araignées sur lesquelles Oscorp travaille, mais pas entre Spider-Man et Peter. Alors que dans les bandes annonces, même si la scène a été enlevée, on voit que Peter est surveillé par Oscorp. Enfin bref. On parle d'un gars qui marche sur les murs, donc niveau logique on passera. Harry demande par la suite à Peter, qui a envoyé des photos de Spider-Man à Daily Bugle, de l'aider à trouver le tisseur pour avoir son sang, vu qu'apparemment il aurait un pouvoir de régénération, mais Peter refuse car il ignore quels pourraient être les effets de la transfusion. Après moultes aventures, Harry est viré d'Oscorp et son assistante Felicia Hardy, la chatte noire dans les comics, l'informe d'un équipement qui pourrait peut-être l'aider à se soigner. Il fait donc évader Max, et oui, un gars de 19 ans met à terre des gardes surentraînés. Oui, Harry emmène Electro à l'intérieur de la tour Oscorp pour persuader un personnage inutile de l'emmener là où sont entreposés tous les projets secrets. Peter de son côté a le seum, et du coup jette la sacoche de son père qu'il avait fouillée dans le premier film, et du coup la calculatrice de son père se casse, et du coup laisse tomber des jetons, et du coup Peter découvre que ces jetons permettent d'ouvrir un laboratoire secret, et du coup il s'y rend, et du coup découvre que le laboratoire est en fait une rame de métro abandonnée, et du coup découvre des documents de son père. Oui, dans ces derniers, Richard explique qu'il a dû quitter New York pour ne pas avoir à coopérer avec Norman Osborn, qui planifiait d'utiliser ses inventions pour créer des armes biologiques, et annonce en même temps qu'il a contaminé toutes les araignées avec son sang, ce qui les rend inutilisables, excepté à lui, ou l'un des membres de sa famille. Ce qui fait que seul Peter pouvait devenir Spider-Man, et je n'aime pas du tout ce point, parce que le principe même de Spider-Man, c'est n'importe qui peut se cacher sous le masque. C'est pas « lol, c'était son destin depuis le début ». Peter reçoit alors un message de Gwen lui disant qu'elle a eu le poste en Angleterre et qu'elle se dirige vers l'aéroport plus tôt que prévu. Il parvient à la rattraper et lui avoue son amour pour elle. Ils se mettent d'accord sur le fait d'aller en Angleterre ensemble. C'est alors qu'Electro provoque une panne d'électricité en attaquant la centrale électrique de la ville. Après avoir immobilisé Gwen, Spidey se rend sur place et engage le combat, et punaise, cette scène est ouf. Gwen le rejoint et lui permet de vaincre Electro en le faisant exploser. Ouais bon, admettons. De son côté, Harry trouve une armure et d'autres équipements créés par Norman, ainsi que le venin des araignées génétiquement modifiées maintenant détruites. Harry s'en injecte, sauf qu'au lieu de le guérir, le venin transforme Harry en ça. Et en gros, c'est la troisième version du bouffon vert. Par la suite, il arrive là où Peter et Gwen se trouvent, et découvre que Peter est Spider-Man. Il kidnappe donc Gwen, et au terme d'une baston dans une sorte de tour horloge, Peter tente de rattraper Gwen qui chute dans le vide, mais échoue. Enfin pas vraiment, mais bref, elle meurt. 5 mois plus tard, Peter, qui a renoncé à son costume, passe toutes ses journées sur la tombe de Gwen. Manque de bol, Alexei, le gangster du début, se ramène avec un exosquelette de Rhino qui lui a été donné par un gars mystérieux qu'on ne saura jamais qui c'est, vu qu'il n'y aura pas de troisième volet. Et vu que tout le monde dans cette ville est débile et que cette mère est totalement folle, elle laisse son gosse dans la rue alors qu'un gars avec un exosquelette tueur est dans cette dernière. Peter, en voyant ça, décide de renfiler son costume et redevient Spider-Man. Fin. Sauf que non, parce qu'un gars qu'on ne reverra jamais se balade dans un labo avec des gadgets qui nous laissent présager les Sinister Six. Sauf que ça non plus, on le reverra jamais. Lol. Ce film est un paradoxe. En 2 heures, on arrive à voir des trucs juste ouf, genre la voltige, les effets spéciaux, la musique, les scènes de combat. Et on a d'autres trucs qui sont tellement moins bien. Des trucs totalement nuls, genre c'était son destin depuis le début, ou alors bonjour, je m'appelle Harry et je suis malade et du coup je fais n'importe nawak. Ou encore Oscorp qui est totalement bête et ne piche pas que Peter est Spider-Man. Évidemment, c'est pas ces points qui font que le film est nul, d'ailleurs il ne l'est pas du tout. Mais c'est ultra relou. Surtout que le film met en place plein de trucs, genre on a plein de questions à la fin du film, mais on n'aura jamais aucune réponse, parce que ce film est le dernier film de la saga The Amazing, et c'est vraiment dommage de ne pas avoir de suite. Bon ça c'est pas le problème du film, donc bref. Bon ça du coup c'était pour The Amazing Spider-Man 2, maintenant on passe au film que je considère comme le meilleur film Spider-Man, Spider-Man Far From Home. Pourquoi tu fais des trucs avec tes yeux là? Parce que c'est ouf là, je suis hypé mec. Je suis ultra hypé. Suite du génialissime Homecoming, Far From Home, toujours réalisé par John Watts et toujours avec Tom Holland comme Spider-Man, se situe 8 mois après les événements d'Avengers Endgame, et on a l'occasion pendant quelques scènes de voir comment le monde, et plus particulièrement le lycée de Peter, se réorganise suite à ce qu'on appelle le blip, à savoir la disparition il y a 5 ans de la moitié de tous les êtres vivants, puis leur réapparition suite au snap des Avengers, donc 5 ans plus tard. Et ça c'est déjà un point ultra cool du film et du MCU en général, c'est-à-dire que tout ou presque a une conséquence sur l'univers de nos héros, et c'est vraiment bien au niveau de la continuité. L'un des héros du film précédent a maintenant son petit frère qui est plus vieux que lui, Peter étudie maintenant Thor en cours de physique, voilà, ce sont plein de petits détails comme ça qui ancrent Spidey au MCU, c'est vachement cool.
Bon, après il y a aussi un point qui l'est moins, c'est Tony Stark qui est donc mort dans Endgame, et ça hante encore les pensées de Peter. Du coup, lorsque son lycée organise un voyage en Europe, Peter est bien décidé à oublier tout ce qu'il a vécu, à savoir lol, je suis mort dans Infinity War, et relol, j'ai perdu mon mentor et accessoirement mon père de substitution pendant une bataille contre un alien violet dans Endgame. Oui. Peter, pendant le voyage, a comme projet d'avouer ses sentiments à sa camarade de classe Michelle Jones, MJ pour les intimes, interprétée par Zendaya, mais également d'oublier toute la pression liée aux rumeurs qui veulent faire de Spider-Man le successeur d'Iron Man. Et ça, c'est un point qui est vraiment bien développé. Tony voulait que Peter devienne meilleur que lui, et maintenant le monde veut que Peter devienne le nouvel Iron Man. Sauf que Peter, lui, même s'il a pris tout un film à savoir ce qu'il voulait lui, à savoir être l'araignée sympa du quartier qui peut faire de grandes choses si besoin, bien maintenant il commence à douter de ses propres choix. Il veut fuir ses responsabilités. Il n'a en aucun cas l'envie de devenir le nouvel Iron Man. Et le film va lui rappeler qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Lors d'une collecte de fonds pour les sans-abri organisée par sa tante May, Peter est prévenu par Happy Hogan, l'ancien garde du corps de Tony Stark, qu'on a déjà vu dans Homecoming, qu'il sera bientôt contacté par Nick Fury pour une affaire urgente, mais Peter choisit d'ignorer l'appel, enfin plutôt les appels, vu que Fury l'appelle une bonne quinzaine de fois. Tout le monde fait ses bagages et Peter décide de ne pas emporter son costume de Spider-Man, sauf que lol, parce que May le met à son insu dans sa valise. Du coup là on aborde 2 points. Premièrement, le sens d'araignée de Peter, qui d'après ce qu'on a compris dans toutes les autres apparitions de Spider-Man, n'est pas vraiment présent, ou en tout cas de façon assez aléatoire. Là c'est un point vraiment important du film, vu qu'il est capital dans l'histoire et on y reviendra après. Ensuite, second point, Brad, le rival de Peter en question d'amour. En effet, il aimerait également sortir avec MJ, et on y reviendra également après. Oui, je suis d'accord, cette tante May n'est pas vraiment tante May, mais bon, c'est le seul vrai problème du film. La première étape du voyage est à Venise, où Peter a comme projet d'acheter un collier pour MJ, sauf que même s'il y arrive, lui et ses amis sont soudainement attaqués par ce truc, mais sont heureusement sauvés par ce gars-là, qui sera plus tard surnommé Mysterio. Le soir même, Fury rencontre Peter à son hôtel et l'emmène à l'une de ses bases avant de lui donner la paire de lunettes que Tony portait dans les 2 derniers Avengers, et que ce dernier lui a légué. Les lunettes sont équipées par l'intelligence artificielle Edith, qui a accès à toutes les bases de données de Stark Industries et contrôle également toutes les armes de cette dernière. Dans la base où Peter se trouve, il rencontre Quentin Beck, alias Mysterio, interprété par Jake Gyllenhaal. J'adore cet acteur, mais son nom est imprononçable. Beck explique qu'il vient d'une terre parallèle à celle de nos héros et que sur la sienne, des monstres nommés les élémentaux et contrôlant les éléments tels que l'eau, le feu, la terre et l'air, un partage élémentaire, ont décimé tous les êtres vivants de sa planète, y compris sa famille. Il explique également que même s'il a réussi à vaincre les élémentaux de terre, d'air et d'eau sur cette planète, il reste celui de feu, qui est le plus dangereux des 4, et qu'il apparaîtra bientôt à Prague. Peter explique qu'il ne peut et qu'il ne veut pas y aller parce qu'il n'a que son costume basique, et qu'en le portant suite aux événements du Washington Monument, tous les élèves de sa classe deviendront qu'il est Spider-Man, mais aussi parce qu'en se rendant à Prague, destination non prévue sur le voyage scolaire, Peter ne pourra se rendre sur la tour Eiffel avec MJ et lui avouer ses sentiments en lui donnant le collier acheté plus tôt. Et c'est de cette façon qu'on s'attache au personnage, qu'on a de l'empathie pour lui. On sait ce qu'il veut, on sait aussi qu'il pourra pas l'avoir. Dans tous les cas, peu importe ce que fait Peter, eh bien, si jamais il va sauver le monde, il ne pourra pas sortir avec MJ. Si jamais il sort avec MJ, il ne pourra pas sauver le monde. Dans tous les cas, il ne pourra satisfaire ses envies et ses devoirs. Fury redirige néanmoins le voyage vers Prague et prépare un costume furtif à Peter pour protéger son identité secrète et pouvoir quand même arrêter l'élémental avec l'aide de Mysterio. En route pour Prague en bus, Peter récupère son costume furtif qui lui est donné par une agente du SHIELD, sauf qu'au même moment, Brad rentre dans la pièce et prend une photo de cette scène capricarolesque. Brad explique à Peter qu'il se doit de montrer cette photo à MJ et du coup de retour dans le bus, Peter tente de supprimer cette dernière avec Edith. Manque de bol, il envoie un drone tuer Brad, mais réussit à l'arrêter de justesse et supprime la photo. Cette scène est vraiment géniale. Tout d'un coup, le film passe d'un ton détendu et humoristique à un ton beaucoup plus tendu justement et dangereux. Et punaise, la musique est juste ouf. Dans Homecoming, la musique était déjà sympa, mais là, elle devient juste ultra épique. C'est vachement bien. Ce qui est très cool aussi dans le film, c'est qu'il prend son temps. Tout le premier acte est drôle, détendu, etc. Et à partir de l'acte 2 et de l'acte 3, tout s'accélère. Tout devient de plus en plus épique, c'est génial. La classe de Peter arrive à Prague et ce dernier se fait réprimander par Fury pour l'attaque du drone, et en même temps, c'est compréhensible. Mysterio prend la défense de Peter et on comprend que les deux commencent à être assez proches. Après avoir placé sa classe dans un opéra pour s'assurer de leur sécurité, Peter se voit obligé de laisser MJ pour aller combattre l'élémental avec Mysterio. Cette scène est vraiment bien, on comprend juste par un regard que Peter ne veut pas y aller. Ça transmet tellement d'émotions. L'élémental apparaît lors du carnaval, sauf que pendant l'attaque, Peter attrape avec ses toiles quelque chose d'invisible qui se fait projeter dans les airs. Au même moment, MJ, qui était parti à la recherche de Peter, tombe sur le truc invisible, dont on reparlera plus tard, et par la suite, elle observe le combat de loin. Pour Peter, les choses se compliquent vu que Ned et Betty, qui sont tombés amoureux pendant le voyage, ont décidé de venir au carnaval au moment de l'attaque, et sont du coup bloqués sur une grande roue. Mysterio finit par activer son power-up et le monstre meurt. Fury, à la suite de cette réussite, propose aux deux héros de se rendre à Berlin avec lui pour discuter de la formation d'une nouvelle équipe de super-héros. Beck explique qu'il ne sait pas encore ce qu'il va faire et invite Peter à aller boire un verre. Là-bas, les deux discutent et Peter a un flash. Non, pas la personne. Dans la boîte d'Edith était noté un mot de Stark.
pour le prochain Iron Man, je te fais confiance. Peter arrive à la conclusion que Tony savait qu'il ne serait pas prêt à être le prochain Iron Man et que du coup, son rôle serait d'en trouver un, de choisir le nouvel Iron Man. Poussé par son envie de reprendre son voyage, Peter confie Edith à Quentin et retourne à son hôtel. Le piège se referme. Beck est en réalité un ancien spécialiste des hologrammes de Stark Industries qui avait conçu le système nommé Vomi que Tony utilisait dans Civil War. Beck avait été viré pour son caractère instable et du coup, en recherche de vengeance, il dirige à présent une équipe d'employés ayant travaillé pour Stark et utilise les mêmes drones que Peter a envoyés au début du film afin de simuler les attaques des élémentaux grâce à des projecteurs de haute qualité, la technologie Vomi. Qu'est-ce que tu fais? Rien, je fais mon travail pendant que je sers de trépied. Mais tout va bien, tout va bien. Les élémentaux et Mysterio ne sont donc qu'une illusion. Et je dois dire que faire ça avec les drones, c'est vachement stylé, parce que, sachant la difficulté d'adapter Mysterio au grand écran, bah là, ils ont vachement bien réussi. Tu parles plus. Ah, tu veux que je parle? Non, mais c'est pas intéressant ce que tu dis. Ouais, ce serait intéressant. De plus, relier Beck à Tony, c'est vachement bien déjà pour la continuité, et en plus parce que ça accrue la notion de responsabilité. Si on compare à Homecoming, qui avait aussi un méchant lié à Tony Stark, même si pas vraiment, parce que bon, on parle de technologie alien, donc si c'est pas Stark qui avait mis en place Damage Control, ça aurait été quelqu'un d'autre. Là, Beck était en contact direct avec Tony Stark, et c'est même à cause de lui qu'il a décidé de commencer à foutre le bazar avec ses associés qui étaient eux aussi en contact direct avec Stark. Ce qui fait que là, Peter doit non seulement réparer ses erreurs, mais en plus celles de Tony Stark. Donc là, la notion de responsabilité est vraiment à son apogée. Peter de son côté sort avec MJ, et alors qu'il essaye de lui avouer ses sentiments, elle révèle qu'elle sait qu'il est Spider-Man. Peter nie, mais MJ lui montre le truc invisible qu'il avait attrapé plus tôt, et les deux découvrent alors que c'est un projecteur qui présente une simulation des élémentaux, ce qui les amène à comprendre que Beck est un imposteur, et que Peter lui a confié Edith alors que tout ce qu'a fait Beck depuis le début du film n'est qu'une illusion. Peter confirme les dires de MJ, et du coup les deux rentrent à leur hôtel pour préparer un plan afin de récupérer Edith et stopper Mysterio, qui a comme but de simuler une attaque géante d'élémental sur la ville de Londres, et se faire passer pour un héros. Et à partir de là, le rythme du film s'accélère, la musique devient géniale, les scènes d'action, oh là là, c'est magnifique. Pour moi, ce film est le meilleur film Spider-Man, je vous expliquerai pourquoi plus tard, j'espère vous convaincre. En préparant l'illusion de Londres, Beck découvre qu'un des drones n'a plus tous ses projecteurs, et du coup, il découvre que Peter et MJ connaissent sa véritable identité. De ce côté, Peter a le seum parce qu'MJ lui a dit que grosso modo, si elle s'intéressait à lui, c'était juste parce qu'elle supposait qu'il était Spider-Man, donc la friendzone, lol. Peter se rend à Berlin pour aller voir Fury et lui dire que Mysterio est un imposteur, mais il se rend compte que ce dernier est déjà là et que tout ce qu'il voit est en réalité une illusion. Peter est alors projeté dans d'autres illusions ultra réalistes, lui montrant notamment MJ en train de chuter de la tour Eiffel, des milliers de Spider-Man, ou encore le cadavre de Tony Stark dans son armure remplie d'araignées, lorsque Beck dit à Peter que s'il avait été assez fort, peut-être que Tony serait toujours en vie. Cette scène est juste ouf, c'est l'une des meilleures scènes de tous les films Spider-Man, c'est pour vous dire, l'illusion est tellement poussée loin que on sait même plus si en fait on regarde Spider-Man bloqué dans une illusion, ou si nous-mêmes on est bloqué dans l'illusion, c'est vachement fort. Peter, à bout de force face à toutes ces illusions, est finalement sauvé par Fury qui tire sur Beck. Dick demande alors à Peter à qui il a révélé que Mysterio était un imposteur, et après avoir entendu la réponse, Fury se transforme en Mysterio, c'était en réalité Beck depuis tout ce temps, et tout ce que Peter a vu était également une illusion. N'arrivant pas à distinguer la réalité, Peter est violemment percuté par un train, et, gravement blessé, tombe inconscient dans un wagon. En se réveillant, il découvre qu'il a atterri dans une cellule de prison aux Pays-Bas. Peter décide donc de contacter Happy pour le ramener vers Beck. Il y a vraiment un point que le film arrive bien à gérer, c'est la paranoïa dans laquelle tombe Peter. Lorsque, par exemple, lorsqu'il appelle Happy, il lui demande est-ce que Happy c'est vraiment toi? Peter ne sait plus différencier la réalité de l'illusion. C'est vachement cool parce que c'est le but même de Mysterio quoi. Peter dans le jet d'Happy parle avec ce dernier et explique qu'il ne veut pas être le prochain Iron Man, mais qu'il ne veut pas pour autant décevoir Tony. Happy explique alors que Tony était constamment en train de douter de lui et de ses décisions, mais que s'il y avait bien une chose sur laquelle il était sûr, c'est que d'avoir choisi Peter était la bonne chose à faire. Remonté à bloc, Peter se construit un nouveau costume qui est à mes yeux le meilleur costume de Spidey au cinéma, et après le fameux I love Led Zeppelin, Peter s'en va affronter Beck qui a orchestré une énorme attaque à Londres avec tous les drones qu'Edith contrôle. Tandis que la bataille fait rage, des drones sont envoyés pour tuer MJ, Ned et Betty vu qu'ils connaissent le secret de Mysterio. De ce côté, Happy transmet un message à Fury pour lui faire comprendre que Mysterio n'est pas qui il prétend être, et Peter réussit à rentrer dans l'énorme illusion de Beck et lance des toiles taser un peu partout pour stopper la projection. Une fois cela fait, tous les drones se lancent à la poursuite de Peter et punaise c'est juste ouf. La bataille dure une bonne dizaine de minutes, il y a même des plans où la caméra est posée sur des drones et on voit Spidey se battre, c'est génial. Surtout que dans la bataille, toutes les capacités de Spider-Man sont utilisées, et en plus, comme pour répondre aux critiques du premier film, donc d'Homecoming, à savoir que tu comprends Peter c'est un Iron Man 2.0 parce qu'il fait pas son costume, et bien là, Peter au bout d'un moment n'a plus de toile, et du coup, seulement grâce à lui, en tripotant des voitures et tout, en faisant des bombes je sais pas comment, seulement grâce à lui, arrive à battre Beck et à stopper des drones qui voulaient buter ses amis. Manque de bol, Beck a beaucoup de drones, et Peter doit donc faire le vide en lui afin de contrôler enfin son sens d'araignée, qui lui permet de repérer les illusions de Beck
et le stopper pour de bon. Beck, qui dans la bataille s'est fait tirer dessus, explique à Peter que peu importe qu'il meure ou non, les gens croient n'importe quoi de nos jours et qu'il trouverait un moyen de faire croire ce qu'il veut au monde entier. Beck meurt donc et Peter reprend le contrôle d'Edith. Il rejoint ensuite MJ sur le pont et les deux s'embrassent après qu'MJ a révélé qu'elle ne s'intéressait pas à lui seulement parce qu'il était Spider-Man, mais aussi pour d'autres points. Certains ont critiqué ce moment du film parce que d'après eux, il n'y a pas de conséquences aux événements précédents. Grosso modo, juste avant, il y a une très belle scène où Peter, devant le cadavre de Mysterio, demande à Edith si Mysterio est vraiment mort, si ce n'est pas une illusion. La scène est vraiment très belle parce que Peter peut maintenant distinguer les illusions de Mysterio, donc il sait très bien que ce n'est pas une. Pourtant, il demande à Edith si c'est le cas, parce que pour Spider-Man, lorsqu'il y a des morts, peu importe leur camp, c'est une défaite. Ouais bon, sauf dans Endgame, mais c'est un peu différent. Les gens ont critiqué cette scène parce que d'après eux, il n'y a pas de conséquences aux événements. C'est-à-dire que d'après eux, Peter, alors qu'il vient de voir Beck mourir, qui était donc avant son ami, eh bien rejoint MJ comme s'il ne s'était rien passé. Sauf qu'il y a il y a tellement de conséquences dans cette scène. MJ, lorsqu'elle rejoint Peter, lui demande s'il a battu Beck, et Peter lui répond un douloureux oui. Il l'a vaincu, et il en a conscience. Mais il n'a jamais vraiment voulu le faire, parce qu'il aurait préféré que Mysterio soit vraiment un héros. C'était quand même avant tout son ami, enfin, c'est ce qu'il pensait. Tout au long du film, il y a des conséquences. Lorsque Peter donne Edith à Beck parce qu'il veut fuir ses responsabilités et parce qu'il veut retourner à son hôtel, il y a des conséquences, parce que ça permet à Beck d'avoir tous les drones que Stark Industries possédait, et du coup attaquer Londres avec ces derniers, et mettre également ses amis en danger. Parce que je l'ai pas vraiment précisé, hein, mais si les illusions sont fausses, les dégâts des drones sont réels, donc ça tue des gens. Lorsque Peter dit au supposé Fury lesquels de ses amis savent que Mysterio est un imposteur, eh bien il les met en danger par inadvertance, vu que Fury c'était Mysterio, et que du coup après il les poursuit avec des drones. Tout au long du film il y a des conséquences, en partie à cause du méchant, mais également à cause du héros. Dans Spider-Man 1, la seule conséquence due à Peter, c'est la mort d'Oncle Ben, et je dis bien la seule, parce qu'il n'est en aucun cas responsable des agissements de Bouffon Vert. Dans Spider-Man 2, le seul truc qu'on peut vraiment le tenir pour responsable, c'est lorsqu'il arrête d'être Spider-Man, parce que là il y a la masse de victimes. Mais c'est tout, parce qu'Octopus c'est pas la faute de Peter. Dans Spider-Man 3, il fait tout à cause du symbiote, donc c'est pas de sa faute. Dans The Amazing 1, on peut limite le tenir responsable du sérum du lézard. Sauf que Peter savait pas que Connors allait l'utiliser de cette façon, donc c'est pas vraiment de sa faute. Mais c'est ce qui s'en rapproche le plus. Dans The Amazing 2, Electro est taré, donc c'est pas de sa faute. Et Harry souffre d'un raccourci scénaristique monstre, donc limite on peut dire que Peter aurait dû filer son sang à Harry, ou au moins faire des tests. Mais à part ça, c'est pas vraiment de sa faute. Même Gwen, c'est pas sa faute, c'est elle qui a décidé de venir l'aider. Dans Homecoming, je l'ai détaillé dans la première partie de la vidéo, donc allez voir si vous le voulez. Mais en gros, pour résumer, à chaque fois que Peter fait quelque chose, il y a des conséquences. Inutile de préciser que pour Far From Home c'est pareil. C'est pas le premier Spider-Man à le faire, mais c'est le premier film Spider-Man qu'il fait avec autant d'ampleur. Alors comprenez-moi bien, hein, je dis pas qu'un bon film Spider-Man est un film où Spider-Man fait des erreurs, même si bon tout le monde en fait. Mais là où je veux en venir, c'est que, rendez-vous compte, Spider-Man Homecoming et Spider-Man Far From Home sont les deux seuls films Spider-Man où il n'y a pas Oncle Ben et il n'y a pas la fameuse phrase « de grand pouvoir implique de grandes responsabilités », mais ce sont les deux films Spider-Man qui mettent le plus en pratique cette phrase. Vous vous rendez compte? Donc j'ai une question pour les fans hardcore de Sam Raimi et de The Amazing, en rappelant que j'apprécie beaucoup ces films également. Hein. Est-ce que vous préférez des films avec Oncle Ben et donc avec cette phrase, mais qui ne le mettent que très rarement en pratique, ou des films sans Oncle Ben et donc sans cette phrase, mais qui à chaque seconde le mettent devant nos yeux en tant que film? C'est une vraie question. J'aimerais vraiment que vous me répondiez dans les commentaires pour connaître l'avis d'autres personnes. Parce qu'en soi, si on prend Far From Home, bien Edith, c'est le pouvoir, et la responsabilité, c'est Peter qui doit y faire gaffe. Donc oui, cette phrase, même s'il n'est jamais prononcée, elle est partout. Peter rentre à New York et demande à May et Happy s'ils ont bien une relation, ou parce que lol, ils sont peut-être ensemble. Par la suite, Peter rejoint MJ en voltigeant de façon bien classe, puis emmène MJ avec lui à travers New York. Après la scène de voltige avec MJ, Peter regarde sur un écran géant J. Jonah Jameson interprété par J.K. Simmons, punaise, qui blâme Spider-Man concernant l'attaque de Londres, puis diffuse une séquence trafiquée de la mort de Beck, dans laquelle il incrimine Peter de sa mort et révèle la véritable identité du jeune héros. Fin. Sauf que non, parce que Fury et Maria Hill à bord d'une voiture divulguent leur véritable identité. Il s'agit du Skrull Thanos et de sa femme Soren qui se sont fait passer pour ces derniers tout au long de leur mission dirigée par le véritable Fury qui se trouve à bord d'un vaisseau spatial Skrull. Fin. Bon, maintenant qu'on a parlé de tous les films, je vais vous expliquer pourquoi je considère Far From Home comme le meilleur film Spider-Man. Alors déjà, un petit point, hein, Tom Holland, c'est le meilleur acteur pour Peter Parker et Spider-Man. Il sait être rigolo quand il faut, il sait être triste quand il faut, et il sait être timide / loser comme un bon Peter Parker. Ensuite, en tant que Spider-Man, déjà il a les meilleurs costumes live-action de tous les films Spider-Man, et comme je l'ai dit avant, c'est celui qui gère le mieux la notion de responsabilité, et en plus, il est dans le MCU. Oui, c'est un point positif.
La musique composée par Michael Giacchino, qui était assez sympa dans Homecoming, est maintenant juste ultra épique. Et c'est vachement bien de voir une évolution dans les thèmes. Les scènes d'action, les scènes d'illusion, les effets spéciaux, tout, les voltiges, bref, tout est génial dans ce film, donc oui, je le considère comme le meilleur film Spider-Man. En plus, il touche à un sujet très sérieux au XXIe siècle, à savoir qu'aujourd'hui, les gens croient en n'importe quoi, et c'est le premier film Spider-Man à faire ça. Bon, maintenant, j'aimerais faire une sorte de conclusion. Vous n'êtes pas sans savoir que j'adore Spider-Man et que c'est très certainement mon super-héros préféré. Là, je veux en venir, c'est que, à mon avis, il ne faut pas rester figé sur une seule idée. Parce que la beauté même de l'adaptation, c'est de changer les bases. Évidemment, on peut être contre, mais il faut pas critiquer à tout va juste parce que ça change de ce qu'on a l'habitude de voir. Je veux dire, si on était resté fidèle aux comics, on aurait toujours un Batman qui vivrait dans un univers coloré avec Robin à côté de lui en cul nu pour combattre le crime, on aurait toujours Superman avec son slip au-dessus du pantalon, et on aurait toujours Aquaman qui parlerait aux poissons, et qui donc n'aurait pas de film parce que quelqu'un qui parle aux poissons, honnêtement, on s'en fiche, et maintenant que j'y pense, j'ai pris que des exemples de DC Comics. Bref, là où je veux en venir, c'est que nous, en tant que fans de Spider-Man, je pense qu'on peut s'estimer chanceux. Parce qu'on a quand même 8 films Spider-Man, même plus vu que j'ai pas compté ceux qui étaient avant les années 80. On a la masse d'objets dérivés sur Spider-Man, on a la masse de comics, de jeux vidéo, tout ça. Et il n'y a pas... Nous, ça peut nous paraître anodin, mais il n'y a pas autant de héros qui ont la chance d'avoir tout ça. Donc, et c'est là que je vais terminer ma vidéo, pour conclure, je pense que Spider-Man, peu importe les formes qu'il a pris et les formes qu'il prendra dans le futur, il restera toujours Spider-Man. Parce qu'après tout... Spider-Man will always have enemies. I can't let you take that risk. I will always be Spider-Man. My son. My son. My son. Who are you? Spider-Man. If you're nothing without this suit, then you shouldn't have it. Come on, Spider-Man. Come on, Spider-Man. Come on, Spider-Man. Oh, come on, Spider-Man.